Tranché et tranchant dans l'actualité des idées aujourd'hui. C'est un débat récurrent que l'on va aborder. Elle se saisit justement de ce débat et de cette question sans la détourner dans un livre au titre on ne peut plus clair. Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur? Un livre qui paraît au seuil. Peut-on lire Voyage au bout de la nuit en faisant fi des écrits antisémites de Céline? Faut-il sortir avec des guerres des programmes scolaires? Jeter Wagner aux oubliettes? Peut-on adorer le film J'accuse ou devrait-on boycotter sa sortie parce que son réalisateur est Roman Polanski? Yoga a-t-il été sorti des listes du Goncourt car il s'inspirait trop de la vie des autres et de celle de son auteur, qu'il n'était pas assez fictionnel? Autant de questions qu'on peut aborder aujourd'hui avec notre invitée, la sociologue, je vous le disais, Gisèle Sapiro, directrice de recherche au CNRS et directrice d'études à l'EHESS, spécialiste de la vie intellectuelle, de l'édition et des rapports entre littérature et politique. Cette héritière revendiquée de Bourdieu vient par ailleurs de lui consacrer un dictionnaire international, le dictionnaire international Bourdieu, aux éditions du CNRS. Bonjour Gisèle Sapiro. Bonjour. Merci beaucoup à vous d'être avec nous. Tout d'abord, une réaction avec vous sur ce prix Goncourt 2020 enfin annoncé. On a donc le lauréat Hervé Letellier pour ce roman L'Anomalie, qui a paru à la rentrée chez Gallimard. Alors on est content ici à France Culture parce que c'est un peu l'un de nos chouchous, comme pour les auditeurs, pilier des papous dans la tête, auteur oulipien qui aime jouer avec la contrainte. Et d'ailleurs ce roman en est plein, cette mécanique narrative qu'il a mis en place dans ce roman L'Anomalie est assez implacable. Ce roman-là vous envoie dans les airs et pose beaucoup de questions stratosphériques, voire astrophysiques. Il en parlait et je vous invite à réécouter cet entretien avec notre ami Étienne Klein sur France Culture. Hervé Letellier qui était aussi l'invité de la Grande Table pour parler de l'Anomalie et des Matins de Guillaume Erner avec les trois autres romanciers en course pour ce Goncourt. C'est un prix symbolique, unique, qui a de grandes conséquences pour les auteurs. Voilà ce qu'a dit Hervé Letellier quand il a appris qu'il était le nouveau Goncourt, le Goncourt 2020. Il a raison, c'est plus qu'un prix symbolique. Quels sont les enjeux, Gisèle Sapiro, du prix pour un auteur et pour sa maison d'édition aujourd'hui? Oui, alors d'abord, je voudrais aussi saluer ce choix d'un roman qui est comme malgré tout un roman expérimental, assez audacieux, qui met en scène une expérience de pensée, en fait, inspirée du philosophe Nick Bostrom, sur la construction, en fait, et qui est construit comme des séries mélangeant les genres, mais qui met en scène une expérience de pensée en pensant que nous vivons peut-être dans une simulation informatique. Voilà, donc on reconnaît beaucoup de pattes de Loulipo. En même temps, on peut quand même dire que sur les 4 finalistes, il y avait deux auteurs publiés par un grand éditeur, et c'est les seuls qui ont eu des voix, c'est Gallimard et Grasset au dernier tour, et 2 par des petites maisons, Emmanuel Collat et Verdier. Donc on retrouve quand même ce qu'on a appelé le trio Galli-Grasseuil qui l'emporte depuis la Libération. D'ailleurs, c'est le 38e Goncourt pour Gallimard. 38e. Ouais. Le précédent, c'était Leïla Slimani en 2016, de mémoire pour Chanson douce. Entre-temps, un prix l'an passé pour l'Olivier avec Jean-Paul Dubois et 2 prix pour Actes Sud les années précédentes. Alors évidemment, il y a actuellement aussi un enjeu économique très important à cause de la situation des librairies dans la pandémie. Et donc, c'est sûr que le Goncourt souvent donne de l'élan à un livre qui a déjà un certain succès commercial. Et donc, ces enjeux commerciaux contribuent aussi au choix d'une certaine manière. On peut noter aussi que c'est un homme, et il y avait sur cette liste 3 hommes et une femme, et qu'il n'y a eu que 3 femmes primées depuis 2000.
Marie Ndiaye, Lydie Salver et Leila Slimani, 6 depuis Duras en 84, donc ça fait 15% et c'est aussi le chiffre qu'on donne pour le siècle. C'est pas beaucoup mieux ailleurs, enfin à part le féminin bien sûr. Et voilà, mais en même temps, bon, ce sont des livres qui ont tous une dimension intéressante. Ce sont des genres très différents, les 4 livres. Ils ont tous un rapport aussi différent à la vérité, on pourrait dire. Peut-être le Tellier est le plus éloigné, mais on a la présence de personnages politiques comme Trump, Macron, Xi Jinping. Il joue avec cette ère de la post-vérité, hein, d'ailleurs, de savoir quelles sont les informations qui nous sont cachées ou pas, les vraies ou les fausses informations rejoignent la trame narrative. Mais peut-être ce qui est intéressant de souligner, c'est que parmi ces 4 finalistes du Goncourt cette année, 2 des 4 romans étaient quand même d'inspiration autobiographique. C'est le cas du roman de Camille de Toledo, du livre de Camille de Toledo, Thésée, sa nouvelle vie, celui de Djaïli Amadou Amal, Les impatientes aussi, sur la condition des femmes au Cameroun. Peut-être celui de Hervé Le Tellier était le plus fantaisiste, un vrai plaisir de fiction exigeant, référencé, un roman choral et qui rend hommage à la force de la fiction aussi. Oui, enfin, les 4 ont une dimension d'imagination, donc ça répond au testament des Goncourt, hein, qu'il faut une œuvre d'imagination. En même temps, c'est vrai que le Tellier, en fait, il défie le principe de la vraisemblance avec ce dédoublement des personnages. Et donc, c'est pour ça que c'est une expérience de pensée. Et puis aussi, tout le temps, la référence à la fiction, c'est-à-dire, c'est pas seulement on est dans une simulation informatique, il y a une sorte d'hommage, comment la fiction, comment les séries, comment les films fabriquent notre réalité. Les personnages se confrontent, ont toujours des références. En même temps, Maël Renoir, c'est un roman historique, hein, sur la cour du roi du Maroc, Hassan II. Donc il y a aussi une dimension par rapport à la vérité, pas autobiographique. Mais effectivement, alors Djaïli Amadou Amal, ça n'est pas explicite. Il est écrit qu'il y a un rapport à des faits réels, mais il n'est pas dit que c'est sa biographie, sauf que sur le 4e de couverture, on voit qu'elle a été mariée de force à 17 ans, ce qui est l'histoire de Ramla, la première voix qu'on entend sur les 3 femmes, Ramla, Hindou et Safira, qui relatent en fait leur expérience de la violence symbolique et physique dans une société polygame. Et le Camille de Toledo, alors il a des éléments autobiographiques qui ne sont pas explicités dans le cadre du livre, qu'on peut connaître si on connaît sa biographie. Il met des documents aussi. Et en même temps, il y a une réécriture, il y a tout un travail de réécriture de la généalogie familiale à travers le destin des Juifs Maranes. Et puis, les noms sont des noms de mythologie. Il y a Gatsby, Thésée, c'est évidemment Thésée dans le labyrinthe. Et puis, il y a la critique de la croissance, de la modernité, de l'américanisation à travers le mythe américain et Gatsby, voilà. Voilà, je vous pose la question parce qu'elle est au cœur de votre essai. Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur aussi ? Qu'est-ce qu'un auteur ? Qu'est-ce qui fait l'auteur ? Et puis surtout, c'est ça qui est intéressant, quelle est la relation que l'auteur va tisser avec son œuvre. Et alors, elle est loin d'être univoque, hein, cette relation. Vous commencez d'ailleurs par interroger cette notion, cette définition de ce qu'est un auteur, une notion plutôt plus floue, plus ambiguë qu'il n'y paraît, un statut qui est aussi en permanence en mutation et qui est une construction sociale. Vous avez mis en avant 3 types de relations entre l'auteur et son œuvre. Quelles sont-elles ? Oui, donc l'auteur, mais l'œuvre aussi, c'est une construction sociale et donc ça repose depuis le romantisme sur au moins, parce qu'on peut remonter aussi avec Foucault au XVIe siècle, mais sur une identification autour du nom propre. Et tout d'abord, le nom d'auteur, c'est une métonymie. Romain Gary est l'auteur de l'Éducation européenne, qui est aussi l'auteur des Racines du ciel, qui est Goncourt 56. Mais on va découvrir qu'il est aussi
l'auteur de La vie devant soi, signé du pseudonyme Émile Ajar, qui lui permet d'obtenir le Goncourt une deuxième fois, ce qui est normalement impossible. On voit bien donc que le Goncourt n'est pas un prix à un livre, il est un prix à un auteur. Donc toutes les institutions de la vie littéraire construisent cette identification, mais en même temps on voit que le périmètre de l'œuvre est instable, c'est-à-dire qu'on peut découvrir des parties d'une œuvre occultée ou sous pseudonyme, et puis il se pose des questions de qu'est-ce qu'on inclut dans l'œuvre. Par exemple, est-ce qu'il faut inclure le journal de Paul Morand qui vient de paraître à titre posthume? Que fait-on des correspondances? Certaines ont été mises en scène comme partie de l'œuvre, d'autres ne le sont pas. Gide avait construit son journal comme partie de son œuvre. Voilà, donc le périmètre est indéfini. Donc ça, c'est le premier, le nom d'auteur comme métonymie. Le deuxième, c'est la ressemblance. On dit que l'auteur se peint dans son œuvre. Donc le nom de l'auteur, c'est le condensé d'un style. Alors justement, est-ce qu'on peut changer de style? C'est la raison pour laquelle Romain Gary a changé de nom et pris le pseudo de Émile Ajar pour pouvoir changer de style, parce qu'il en avait assez de l'image que les critiques lui renvoyaient de son œuvre et des attentes que ça créait. Alors, dès lors, se pose aussi la question de la cohérence de l'œuvre. Parfois, on est obligé de périodiser. Pour Picasso, la période bleue, rose, cubiste, le premier, deuxième Heidegger. Et ça pose la ressemblance pose la question des formes de présence de l'auteur dans l'œuvre, entre l'autobiographie qui assume un pacte de sincérité et la fiction où cette présence peut exister sous des formes allégoriques ou métaphoriques à travers le jeu des rapports entre auteur, narrateur, personnage. Donc, par exemple, la personnage de l'écrivaine Clotilde dans Le cœur synthétique de Chloé Delhomme, c'est une sorte de double de l'auteur. On peut penser qu'elle est aussi dédoublée dans le personnage de l'attaché de presse, le personnage principal, ou encore celui de l'écrivain Victor Misel dans L'Anomalie d'Hervé Tellier. Il a des attributs, il a des propriétés qui rappellent l'auteur, celle de l'auteur, sans qu'il y ait de... Et puis son livre s'appelle L'Anomalie, mais c'est un livre différent de le livre qu'il écrit qu'il publie à titre posthume après son suicide. Voilà, dans L'Anomalie, ce personnage est écrivain, et donc on se dit naturellement qu'il est forcément le double de celui qui a vraiment écrit le roman. Et donc Hervé Le Tellier, pour Chloé Delhomme que vous évoquiez, prix Médicis pour ce roman cette année. Ça veut dire... Je voulais donner l'exemple de Camille de Toledo aussi, où, comme je l'ai dit, il y a des éléments biographiques, et en même temps, il y a une construction mythologique allégorique qui raconte une histoire collective, celle des Juifs maranes, qui ont caché leur identité, et aussi celle de l'assimilation. Et puis la troisième dimension, c'est la question de l'intentionnalité ou la causalité. Donc l'intention comme cause de l'œuvre, comme action rationnelle. Et là, on peut s'interroger sur les écarts, la limite entre intention et résultat. Ça soulève la question de la responsabilité objective. Donc il y a souvent dans les procès littéraires que j'ai étudiés dans La responsabilité de l'écrivain, mon livre de 2011, il y a une sorte de, souvent dans les procès, de déni de l'intention nocive. Et donc, du coup, il y a un débat sur l'interprétation des œuvres. Et ça se voit dans les procès littéraires comme ceux de Béranger, de Paul-Louis Courier, de Flaubert et de Baudelaire. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans ce roman, L'Anomalie d'Hervé Le Tellier, le personnage du double, l'écrivain Victor Miesel, jouait lui aussi avec la question des prix littéraires. Hervé Le Tellier s'en amusait déjà dans ce roman. Et Victor Miesel, son personnage fictif, écrivain, disait à 43 ans, donc 15 ans passés dans l'écriture, le petit monde de la littérature lui paraît un train burlesque où des escrocs sans ticket s'installent tapageusement en première avec la complicité de contrôleurs incapables, tandis que reste sur le quai de modestes génies, espèce en voie de disparition à laquelle Miesel n'estime pas appartenir. Alors là, on parle plutôt avec vous aujourd'hui, Gisèle Sapiro, de ceux qui ont été reconnus par ce milieu littéraire et par les lecteurs aussi. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que il y a tous les spectres possibles dans cette relation entre l'auteur et son œuvre, mais en tout cas, il arrive souvent, finalement, que des auteurs n'aient pas envie de s'identifier ou d'être identifiés à leur œuvre, qu'ils s'en détachent. Alors, oui et non, parce que même quand il y a des procès de fictionnalisation très marqués, on trouve, comme justement dans l'Anomalie, des indices de la présence de l'auteur qui peuvent être plus ou moins masqués. Donc ça, c'est le travail des critiques littéraires qui veulent inclure des dimensions biographiques. Mais en même temps, on ne peut jamais réduire une œuvre littéraire complètement à la biographie de son auteur, puisque
un écrivain ne crée pas dans l'isolement, il crée par rapport à une tradition, par rapport à un espace des possibles, et aussi par rapport à des instances. Eugène Sue faisait intervenir les lecteurs pour faire évoluer en fait son histoire, comme on fait maintenant dans les séries, comme ça a été fait pour 50 Shades of Grey par exemple au départ. Donc il y a des rapports divers et il peut y avoir différents usages ludiques. La fiction, c'est aussi pour l'écrivain une manière de se réinventer, une biographie, hein, comme dit Chloé Delhomme a dit, je suis un personnage de fiction. L'auteur, le nom d'auteur est souvent un pseudo. C'est le cas de Camille de Toledo qui par l'écriture dans ce livre, réinvente, reprogramme, dit-il, la généalogie familiale et réécrit à travers ça aussi l'histoire collective de la France, puisqu'il revendique comme ancêtres les émigrés qui ont combattu pour la France dans la Première Guerre mondiale. Et c'est une sorte d'hommage qu'il leur rend en faisant ça. Vous racontez aussi cette double tradition, l'une plutôt américaine, l'autre plutôt française, celle du jugement esthétique sur l'œuvre ou du jugement moral. La France a plutôt fait le choix depuis des années d'une autonomie de l'œuvre par rapport à son auteur. Il y a une longue histoire par rapport à tout ça et vous revenez sur les premiers procès en moralité, Baudelaire, Flaubert, Théophile Gautier et la supériorité du jugement esthétique sur le jugement moral avec cette autonomie de l'art par rapport à son auteur, que certains déplorent aujourd'hui, comme Pascal Bruckner. Ce serait peut-être l'importation des États-Unis de ce jugement moral sur les œuvres et dans son sillon, ce qu'on a appelé la cancel culture ou des sensitivity readers dans les maisons d'édition, c'est-à-dire des relecteurs qui vont dire si certains points peuvent choquer, à choper ou pas. Si on se pose cette question de la suppression ou non des œuvres problématiques et de la question de leur réédition, il y a un moment tournant, c'est la Seconde Guerre mondiale, et vous le racontez. Et je vous propose qu'on reparte de l'exemple du livre Décombres de Lucien Rebattet. Il est sorti en 1942. Ça a été un best-seller pendant l'occupation, Décombres de Lucien Rebattet. Il a été réédité en 2015 par Robert Laffont. On va écouter un extrait de l'entretien que Lucien Rebattet avait accordé à Jacques Chancel. On est en 69. Ils reviennent sur certains passages du livre et ensemble, ils évoquent aussi la responsabilité de l'écrivain. Je vais vous rappeler quelques-unes de vos phrases. Vous permettez, je vous les donne. Allez-y. L'espérance pour moi est fasciste. Oui. Écoutez, je ne peux pas dire que j'ai tellement changé à ce point de vue-là. Vous avez écrit « La France doit se pourvoir de lois raciales à l'instar de l'Allemagne ». Et là, je crois que ça devient beaucoup plus grave. Oui, et ça, je ne l'écrirai certainement pas aujourd'hui. C'était avant les camps de concentration. C'était avant les camps de concentration. Et puis, d'abord pour une excellente raison, c'est que cela concernait les Israélites. Or, j'ai compris depuis que la question israélite ne relève pas de la race. Les races, c'est les noirs, c'est les blancs, c'est les jaunes. Les juifs sont des blancs absolument comme nous. C'est une ethnie. Ce n'est pas une race. Oui, mais Lucien Rebattet, vous avez crié « mort aux juifs ». Il y en a 6 millions qui sont morts dans les camps de concentration. Oui, ça je ne le savais pas à cette époque-là. Il est certain que c'est sur ce point-là que je m'expliquerai le plus. Encore une fois, ça n'est pas du tout pour camoufler mes responsabilités. Je vous dis que quand un écrivain prend la plume, ses responsabilités sont considérables. À la base de presque tous les grands mouvements révolutionnaires du monde, il y a eu des hommes de plume. Voilà, roman particulièrement problématique, fasciste, antisémite. Ce livre Décombres de Lucien Rebattet dont il discutait là avec Jacques Chancel, Gisèle Sapiro. Pourtant, le livre a été réédité en 2015 par Robert Laffont. Quelle question ça pose ?
Alors, il a été réédité comme un document dans un livre qui s'intitule Le dossier Rebatté, avec d'autres documents inédits, encadrés par une préface d'historien, des notes de bas de page. Donc, ça n'a pas été présenté comme un livre à inscrire au patrimoine national. Il y a eu tout un appareil critique. Un appareil critique important, mais en même temps, c'est vrai qu'il paraît dans la collection bouquins chez Lafon, qui est la collection que Dormesson appelée la bibliothèque idéale de l'honnête homme. Et puis, il a très, très bien vendu 15 000 exemplaires. Sous l'occupation, c'était 65 000. Mais on peut quand même se demander si les ventes sont vraiment dues à l'appareil critique ou à l'intérêt. Je dirais qu'il y a une sorte de convergence entre des intérêts des historiens, un intérêt mercantile de l'éditeur qui sent que là, il y a une demande pour ça, et puis un lectorat qui, dans le contexte de la montée de l'extrême droite, s'intéresse à ce type d'écrits. Et donc se pose la question de la réédition de ces livres, même si dans ce cas-là, il fallait rétablir aussi le vrai texte, puisqu'il y avait eu une réédition par Pauvert en 1976, édulcorée, et qui donc masquait le texte. Mais il faut rappeler quand même que le mort aux Juifs qui est évoqué, c'est en mars 1944, et que dans le journal de Morand, on voit bien qu'à Vichy, dès 1942, circule le bruit, la rumeur comme quoi les Juifs seraient gazés dans leur baraquement, qu'on est quand même après des séries de rafles et de déportations. Et puis, Rebatté, quand il publie Les Décombres en 1941, il le présente pas comme... il le présente... c'est un livre à la première personne, mais ça se présente comme des mémoires et comme une sorte de témoignage qui se veut un diagnostic pour l'action. Donc c'est très clair, c'est un cri de ralliement, dit-il. Et donc ça a un caractère politique très clair. À la Libération, il va, au moment de son procès, pour sa défense, dire « mais en fait, c'était une confession ». Donc, il essaye de jouer sur le genre et sur l'ambiguïté du jeu pour dire, en fait, c'était une confession. Et puis, il attribue ses excès, en fait, à sa plume littéraire, à sa plume de polémiste. Et pour se défendre, quand on lui pose la question quand il a écrit cet article sur où il écrit qui conclut par mort aux Juifs, il dit en fait, les polémistes ne font-ils pas toujours plus de bruit que de mal ? Donc, il essaye de minimiser sa responsabilité. Ce qui ne va pas être le cas dans l'entretien en 1976 avec Chancel, où il va dire, maintenant, l'écrivain a une responsabilité. Et en même temps, il dit, cette responsabilité doit être relativisée. Il y a tout un débat au moment de la Libération sur est-ce que les intellectuels, les écrivains, les journalistes ne sont pas les boucs émissaires, puisque c'est eux qui sont condamnés à mort, alors que c'est ce que Pollan va construire dans sa parabole du mur de l'Atlantique, les bâtisseurs du mur de l'Atlantique, les collaborateurs économiques, les collaborateurs politiques, eux, se promèneraient tranquillement parmi nous et Rebatté dit ça dans cette émission, où il redit que, en fait, les collaborateurs économiques et les fauteurs de guerre, eux, se promenaient... n'avait eu que 4 ans de prison. Donc il y a... Alors, à propos des intellectuels, c'est vrai que dans le cas de Rebatté, il a été dit qu'il n'avait pas touché d'argent des Allemands. Donc ça aurait été une circonstance aggravante. C'était le cas du premier fusillé, Georges Suarez. On a pu montrer qu'il recevait de l'argent. Donc pour le cas d'un intellectuel, c'est la chose la plus grave. Tandis que dire qu'il a défendu ses convictions, ses opinions, ça aurait pu être une circonstance atténuante. Et ce pourquoi ils ont été jugés, en fait, c'était pour acte d'intelligence avec l'ennemi, dont les propos en faveur, les propos pro-allemands et les dénonciations collectives de juifs, de gaullistes, étaient les preuves, en fait, de cet acte de trahison. En tout cas, sans refaire toute l'affaire Lucien Rebatté, elle pose un certain nombre de questions qui continuent à être posées, répétées, à faire polémique aujourd'hui, à savoir aussi la suppression ou la réédition de certaines œuvres problématiques. Vous montrez aussi à
à travers un certain nombre d'exemples, l'importance des tiers, hein, parce qu'on a tendance à réduire aussi cette question, comme on l'a fait en ouverture, à la relation auteur-œuvre. Vous rappelez-vous l'importance des tiers, des intermédiaires culturels, donc des éditeurs et du public et des lecteurs, hein. On peut aller jusqu'aux librairies qui ont rouvert depuis samedi. En quoi? Oui, alors on peut prendre un autre exemple qui est celui de Céline, où il y a eu un énorme débat sur est-ce qu'il faut rééditer les pamphlets. Alors le cas des pamphlets, il est aussi intéressant par rapport à cette question d'œuvre-auteur, puisque Céline les avait inscrits dans la continuité de son œuvre littéraire dans les années 30, quand il a commencé à publier Bagatelle pour un massacre. Et sa décision d'exclure les pamphlets, parce que c'est lui qui a décidé d'exclure les pamphlets de son œuvre après la guerre, alors qu'il les y avait inscrits quand c'était porteur et vendeur. Cette décision, elle est faite pour purifier son œuvre d'une tâche, en fait, qui lui vaut son procès. Ils avaient pourtant été réédités sous l'occupation, ce qui lui a été reproché. En fait, cette réédition de l'œuvre de Céline en 1950 sans les pamphlets, elle est opérée par Gallimard au moment du transfert de Noël, puisque de Noël a été fusillé, le fonds est racheté par Gallimard, et donc c'est Jean Paulhan qui veut faire continuer le principe de l'autonomie de la littérature, qui est un résistant, qui décide de séparer l'œuvre littéraire des pamphlets et de créer Céline comme un écrivain de génie. Il fait la même chose pour Rebatté avec les deux étendards, mais ça aura moins de succès. Donc, on voit bien le rôle des intermédiaires. Et là, c'est Gallimard qui a voulu rééditer les pamphlets avec un appareil critique, parce qu'ils avaient été réédités au Québec, où le domaine public la durée est moins longue, et donc, du coup, ils étaient déjà tombés dans le domaine public. Il avait obtenu l'accord de sa veuve, qui est maintenant décédée. Et là, il y a eu une polémique publique. Et donc là, on voit qu'il y a tout un ensemble d'instances, des critiques, des universitaires qui sont intervenus dans ce débat. Et évidemment, il y a derrière aussi, comme vous disiez, les autres intermédiaires culturels, ce que sont les librairies, et qui elles-mêmes d'ailleurs étaient assez critiques, je crois, de ce projet. Voilà, et à lire dans la vie comme un livre, les mémoires de l'éditeur Olivier Bétourné, c'est vraiment intéressant de voir comment, dans les différentes maisons où il est passé, notamment chez Fayard, se sont posées toutes ces questions d'édition, de réédition sur des cas qui ont posé question. C'était notamment aussi pour Renaud Camus, la question qui s'était posée. Effectivement, ouais. Vous en parlez et il en parle. Le livre de... Voilà. Oui, je me suis d'ailleurs, je le cite, c'est un livre, c'est un vrai document pour l'histoire de l'édition et l'histoire intellectuelle, ce livre qui est vraiment un très très beau livre. Les débats qui ont pu avoir lieu. Voilà, faut-il considérer que la morale des œuvres est inextricablement liée à celle des auteurs, bannir les œuvres d'auteurs qui auraient fauté, toutes ces questions et plein d'exemples à la pluie, vous les posez dans ce livre. Essai, peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur, Gisèle Sapiro, livre qui paraît aux éditions du Seuil. Et j'ajoute la réédition au point de votre livre Des mots qui tuent, la responsabilité de l'intellectuel en temps de crise. Merci beaucoup à vous d'être passé autour de cette grande table. Un grand merci à toute l'équipe, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour la grande table culture, à Jean Bulot avec Laura Dutèche-Perras pour la grande table des idées. Merci à Madeleine Martineux et à Anouk Delfino. À la réalisation aujourd'hui, c'était Thomas Beau avec Édouard Rubinstein. Bel après-midi sur Culture.